Alors en effet, on peut repartir du premier confinement, le 17 mars 2020 jusqu'au 11 mai 2020, où nous n'avions plus le droit de sortir plus d'1 heure de chez nous, pas plus loin que 1 kilomètre. À ce moment-là, la pandémie avait conduit à des mesures inédites dans l'histoire de l'humanité et des mesures qui touchaient tous les pays du monde. Cette épidémie et le confinement qui ont suivi ont bouleversé notre routine et sans doute profondément notre rapport au monde. La visée de la consigne était d'abord de rester confiné, cantonné et enfermé, afin de n'être ni contaminé ni contaminant. La rencontre est devenue à ce moment-là une menace mortelle. La valeur de la vie est passée avant celle du travail, soit parce que le travail était empêché, interdit, sauf celui en distanciel justement. Un changement du rapport au virtuel s'est alors développé vitesse grand V. On peut d'ailleurs encore aujourd'hui s'étonner que le système Internet, que le système numérique ait tenu le choc de cette surconsommation, puisque ce sont les entreprises, les administrations, les écoles, les collèges, les lycées, les facultés, les hôpitaux, les relations familiales et amicales qui tous en même temps se sont branchés sur les usages du réseau et du net. Dans le même temps, un rapport au savoir scientifique et médical a sans cesse été affirmé, controversé, discuté et presque jour après jour. On avait assisté à ce moment-là à des batailles d'experts et puis une découverte extrêmement rapide du vaccin lié justement à l'usage du numérique. Les discours politiques sur la médecine ont promu la reconnaissance des troubles anxieux dépressifs généralisés, celle d'une souffrance mentale liée au confinement. Elle a promu l'autodiagnostic sur Internet, créant dans le même temps son envers, une supposée normalité des humeurs et des ressentis. Les politiques publiques de santé ont incité à des consultations, ont favorisé la multiplication de l'offre en libéral de thérapie, de coaching sur le net, les institutions publiques ayant peu de moyens pour répondre à la demande qui s'était alors créée. Enfin, l'absence, la déficience de la présence, frappée donc d'une interdiction au départ puis d'une restriction, a été accompagnée d'un pouce à la rencontre virtuelle, téléphone, visio, et de façon nouvelle et inédite et de très grande ampleur avec la visio. Comme beaucoup de collègues, sans doute, au début du confinement, nous avons fait l'offre et avons répondu au désir des patients de conserver un contact, un lien, soit par écrit, soit par mail, par téléphone, et pour la première fois, par la visio. Il est clair à présent que la visio a permis le maintien du lien transférentiel et d'une parole adressée. Mais ça venait aussi, au tout départ, interpréter la place de la séance analytique et de l'analyse dans la vie des patients, puisque un nœud à la vie familiale ou conjugale plus étroit impliquait de concerner encore plus les proches, et parfois l'analyste risquait de devenir plus intime qu'extime, au risque même de l'intrusion. Les patients se demandaient où se mettre dans la maison, dans un bureau quand il y en avait un, dans le salon qui était un lieu commun, dans la chambre mais c'était un peu trop intime, certains sont partis dans la voiture, d'autres en marchant. On a oublié peut-être maintenant, parce qu'on y est habitué, mais au début de la visio, ça a créé des expériences un peu étranges, comme celle du regard de biais. C'est-à-dire que le dispositif de la visio ne permet pas de se regarder dans les yeux, puisque la caméra filme et que l'image filmée est diffusée sur l'écran. Ça produit donc un petit décalage. En plus, dans les visios, souvent on peut se voir soi-même en train de parler. C'est donc une image inaccoutumée qui n'est pas l'image du miroir. Et cela a pu bousculer, toucher quelque chose de la relation au miroir, justement, pour certains sujets. Certains professionnels, dont les psys qui ont pratiqué la visio dans le cadre de leur travail,
ont témoigné au départ d'une inattention et d'une fatigue. Il se plaignait de se sentir vidé après une visio, authentifiant, me semble-t-il par là, que le corps pulsionnel n'est pas aussi bien tenu, aussi bien noué dans la visio. En tout cas, ce qu'on peut noter dès à présent, c'est que dès que l'autorisation de déplacement avec une attestation dédiée au départ a permis les rendez-vous en présence, tous les patients sont revenus en présence avec les masques et avec un certain soulagement et une satisfaction. Il est resté de cette période qu'en cas de déplacement géographique, d'impossibilité de se rendre en séance, la visio justement peut tout à fait prendre le relais le temps qu'il faut. Il y a depuis effectivement des demandes de visio qui sont formulées, mais mon expérience me montre qu'on peut facilement décourager cette demande et inviter le patient, le futur patient, à se déplacer pour une rencontre en présence, en chair en os. Ce qui s'est vérifié par l'usage de la visio, c'est l'affirmation simple de Lacan que la psychanalyse n'a qu'un seul médium, la parole. De ce point de vue-là, la psychanalyse a pu se poursuivre en visio. Mais disons que c'est sur son versant de l'inconscient transférentiel, sur le versant donc plus de l'imaginaire et du symbolique qu'elle a pu continuer, celle du déchiffrage. L'accent a été porté sur la question de la vérité, des actes manqués, des lapsus, de l'interprétation des rêves qui ont pu se poursuivre. Mais la visio, une fois abandonnée, a pu montrer sa fonction de voile, disons le mot, sa fonction d'écran, à la présence réelle de l'analyste. Avec la présence réelle retrouvée, ce n'est plus le corps imaginaire, le corps pétri du signifiant maître, mais le corps pulsionnel engagé dans l'affaire qui s'est révélé. Avec la présence réelle se joue, se dévoile la place de la jouissance du corps, le corps qui se jouit. Lacan, à propos des entretiens préliminaires, avance l'expression de confrontation de corps. Il ne dit pas confrontation des corps. Dans l'analyse, ce n'est pas seulement une confrontation d'images, de mots, de pensées, de paroles, voire de langage, mais bien de corps, de la jouissance de corps. Dans la rencontre avec l'analyste, son corps fait support et obstacle. Support parce que l'analyste prête son corps pour que l'analysant loge l'objet petit a cause de son désir, et aussi obstacle parce que c'est comme opération logique que l'analyste opère dans le discours analytique et pas dans sa personne. Son corps fait objection au rapport sexuel. L'analyste est en position de semblant d'objet A, qui lui est aux commandes. L'analyste n'est pas là en tant que sujet. Dans cette approche, l'interprétation analytique, cette approche de la rencontre réelle, l'interprétation analytique ne vise pas tant le dit, le sens joui, mais l'être de jouissance, le par-l'être. Ici, la confrontation de corps, le serrage de la jouissance se fait au-delà de tout sens. Dans la prise de parole, c'est avec son corps que le par-l'être parle et qu'il éprouve la jouissance. Alors reste à savoir pour chacun, pour chaque analysant, comment le discours analytique attrape son corps. C'est l'enjeu d'une cure. De la visio à la présence réelle, de la confrontation de corps, on est passé, disons, de l'écran à l'écrin. L'écrin du réel, l'écrin du vivant, de la manière à la matière, à la matérialité, soit au nuage qui se réélise du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Le cabinet de l'analyste est plus un écrin et non plus un écran. La présence de l'analyste renvoie, je l'ai dit, au non-rapport sexuel, à ce qui ne peut s'écrire, à la place du réel comme impossible. L'obstacle que la présence réelle de l'analyste fait éprouver, c'est le « il n'y a pas ».
Pas de rapport sexuel qui s'écrit pour tous. Obstacle qui renvoie toujours à sa propre singularité de la jouissance. Ainsi, ce que la virtualisation des rapports par le biais de la visio et le retour en présence n'a fait que davantage accentuer, c'est l'écart entre l'inconscient transférentiel et l'inconscient réel, comme Jacques-Alain Miller nous a appris à la distinguer. C'est l'écart, au fond, entre la psychothérapie d'orientation analytique et la psychanalyse. Pour conclure simplement, on peut dire après Freud et après Lacan qu'il n'y a pas d'analyse in effigie in absentia, mais qu'il y faut la présence des corps. Eh bien, le dire freudien, que le moi n'est pas le centre de sa subjectivité, que le moi n'est pas le maître en sa demeure, comme dit Freud, eh bien, ça reste un scandale inassimilable. La réalité de l'inconscient reste une vérité insoutenable. C'est sans doute dû encore à son lien avec la réalité sexuelle. Pour le dire autrement, et avec Lacan, le transfert, c'est la mise en acte de la réalité de l'inconscient. Et la réalité de l'inconscient, c'est la sexualité, prise dans les défilés du signifiant. Encore plus bref, Lacan, dans la logique du fantasme, dit « l'inconscient parle sexe ». Si c'est bien, comme vous le dites, le terme de contre-transfert qui est mis en avant, de plus en plus usité dans les institutions et dans les courants analytiques, eh bien, je dirais qu'au fond, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que le mot de transfert est encore retenu, est encore présent. Son utilisation convoque nécessairement une référence au transfert, justement. Même si c'est le transfert qui n'est conservé que sur son versant de répétition, ce que Lacan avait dégagé, séparé dès les années 50-60. Si Lacan a cherché à couper court au concept de contre-transfert, c'est parce qu'il aboutit à une impasse et à un dévoiement de l'acte analytique. Pour Lacan, les phénomènes de contre-transfert sont inclus dans le transfert lui-même. C'est la pratique du contrôle qui peut donner un éclairage sur ce qui, chez l'analyste, sa position, son acte, ou au contraire l'absence d'acte, fait obstacle, fait résistance au déroulement de la cure. Lacan le martèlera, il n'y a de résistance que de l'analyste. Néanmoins, l'idée de contre-transfert ouvre au questionnement de l'équation du thérapeute, de l'analyste, dans la relation. Il contient l'idée que l'action du thérapeute, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il interprète, a un effet sur le patient. L'analyste fait partie du cas. Il est dans le tableau qu'il dépeint, pour reprendre l'image parlante qu'emploie Jacques-Alain Miller. Mais oui, en effet, le concept de contre-transfert charrie avec lui les malentendus que vous soulignez et il reste une défense de l'analyste. Vous soulignez dans votre question une nouvelle poussée de l'ego psychologique. Et Lacan aura toujours préféré choisir la notion de désir de l'analyste, un désir qui se révèle et s'interprète dans les conséquences de son acte. A contrario, dans les théories neuro, TCC, ou les autres approches thérapeutiques, on note plutôt un refus du concept de transfert. C'est même parfois au nom de l'objectivité scientifique, de son efficacité, que ce rejet est prôné. Le thérapeute doit n'y être pour rien ou pour si peu dans le soin. Une négation du concept de transfert, une méfiance, un évitement et même un affect d'horreur se manifeste, me semble-t-il, de plus en plus crûment. D'ailleurs, il y a toute une stratégie dans les institutions pour éviter ce transfert. Le terme, par exemple, d'appropriation du patient, que j'avais entendu par un soignant, est parfois évoqué dans l'observation
de phénomènes de transfert. Ce rejet, ce rejet du transfert, impose de renoncer à la relation individuelle parce qu'elle est jugée trop hasardeuse, trop dangereuse, trop subjective. Les pratiques de soins imposent la coprésence, la cothérapie, pour tenter justement de neutraliser les effets de transfert. Le changement de personnel fréquent dans les équipes, la polyvalence des intervenants, est pensé comme ce qui pourra éviter l'attachement, la relation trop privilégiée. Côté patient, ce sont des séjours courts, une fragmentation des prises en charge, comme on dit. C'est des cibles sur des troubles précis, une réduction du soin à des services partialisés, fractionnés, ateliers et évaluation sont les mots-clés. Le patient rentre, sort du service lors de courts séjours et des consultations courtes. Il passe de service en service. La contractualisation des actions thérapeutiques est ce qui fait l'IA et vient à la place du transfert. Vous vous êtes engagé à vous soigner et bien signé en bas de la feuille. En cas de réaction thérapeutique négative, c'est perçu et interprété comme un rejet du patient, un refus de se laisser soigner, voire même une mauvaise volonté. Et ce rejet conduit à quoi? Au rejet du patient lui-même. Moi, il me semble que plus que la notion de contre-transfert, c'est le terme d'alliance thérapeutique qui s'emploie beaucoup plus souvent en psychologie, en médecine et en thérapie. Cette notion, alors elle, efface complètement l'idée de transfert pour ne se servir, parfois sans éthique, que des effets de transfert sous le registre de la suggestion. L'alliance part et vise le moi, et elle vise l'ego. D'abord, elle part de l'ego du thérapeute, qui est censé donner confiance, être bienveillant, être soutenant, savoir donner un cadre, rassurer, mais aussi, rassurer, mais ça, c'est prendre les faits pour la cause. Quel est le but précis? C'est le reconditionnement, c'est la suggestion. Si avec la psychanalyse, nous savons que toute parole est suggestion, faire de la suggestion par la parole, c'est autre chose. Avoir l'intention de la suggestion, même pour le bien de l'autre, c'est un autre positionnement. Et je rappelle que la psychanalyse n'est pas une pratique de domination. Dans l'alliance thérapeutique, la transparence du moi est un postulat qui répond à la transparence de la communication. La visée, c'est celle du renforcement du moi. On retrouve ici le changement de cogito mis en lumière par Jacques-Alain Miller. Je sais ce que je dis parce que je suis ce que je dis. Et donc c'est par un forçage que s'opèrent les pourvoirs de la parole. Il faut que le semblable ressemble à la norme. De plus, cette idée d'alliance thérapeutique et le développement de l'approche neuro font consister l'idée que le savoir est déjà là, qu'il est dans les images neurologiques, qu'il est déjà écrit dans le cerveau et qu'il est déchiffrable en termes de comportement et donc rééducable. Lacan, lui, a tranché et a développé le concept de transfert dans son rapport au savoir, à l'amour. En posant le transfert côté savoir, il l'a dégagé de l'affect, car le travail de l'analyste n'est pas celui, comme on dit aujourd'hui, de la gestion des émotions. L'analyste n'est pas, c'est une expression de Lacan, un ingénieur des âmes, un physicien qui établirait des rapports de cause à effet. Pour Lacan, dès qu'il y a sujet supposé savoir, il y a transfert. C'est de l'amour, dit-il, qui s'adresse au savoir. Celui à qui je suppose un savoir, je l'aime, dit très simplement Lacan, nouant amour et savoir. Il pose aussi la question de l'anticipation du savoir supposé comme cause du transfert. L'analyste, dans les entretiens préliminaires, permit que ce nous
se transfère non pas à sa personne, mais à ce que dit le patient, que le patient s'attache à ce qu'il dit. L'analyste dans le dispositif, il est celui qui permet le savoir supposé, qui est un savoir anticipé, et bien qu'il puisse advenir. C'est une confiance au fait de dire. Le transfert se déroule alors selon que le patient a l'analyste à la bonne ou à l'œil, selon l'expression encore de Lacan, transfert positif ou transfert négatif. Mais en tout cas, dans les deux cas, cette confiance, cette croyance est une croyance aveugle parce que anticipée. Lacan a toujours mis le crédit du côté du patient et le soupçon et la prudence du côté de l'analyste. Il a à faire attention à ce qu'il dit. Et il va même jusqu'à affirmer « il n'y a de résistance que de l'analyste ». Cette résistance, c'est celui de l'analyste qui comprend, qui sait déjà, qui s'appuie sur son savoir acquis et qui insiste pour l'imposer au sujet, le suggestionner. Pour Lacan, personne n'a la solution, a priori, dans la cure. Mais c'est une solution qui s'accommode, qui s'arrange, qui se bricole, qui s'invente dans la cure. La science, entre guillemets, de l'analyste, dit Lacan, c'est une lecture. Une lecture du sens et de la jouissance. Tel est le désir de l'analyste qui se transmet à l'analysant. Cette lecture vise l'invention, le bricolage d'un symptôme à partir des signifiants qui ont amarré la jouissance du sujet et d'une jouissance qui se centre sur un événement de corps que le sujet a rencontré, une percussion des mots sur le corps. L'analyste, puis l'analysant, est supposé savoir lire autrement en position de partenaire. Alors, votre question sur une nouvelle forme d'amour plus digne m'interroge sur les anciennes et les autres formes d'amour qui peuvent exister et qui seraient moins dignes. Alors, je vous propose, en très grandes enjambées rapides, de faire le trajet de ces formes depuis l'invention de la psychanalyse. Rappelons-nous, la psychanalyse est née à Vienne au XIXe siècle, sous l'ère victorienne de l'interdit, de la honte, de la pudeur, du couple conjugal et parental. L'enseignement de Lacan, lui, au XXe siècle et son époque, va venir en rupture avec cette ère victorienne. Le début du déclin de l'Oedipe, qui finalement a commencé au début du XIXe siècle, a été au XXe siècle rendu visible, lisible, dans ses conséquences dans la société, dans les symptômes, dès la première moitié du XXe. La psychanalyse a connu la traversée puis le virage des années mai 68, qui avait prôné donc la libération sexuelle pour les deux sexes. La création de la pilule, qui a séparé maternité d'un côté, sexualité de l'autre. Et enfin, la psychanalyse a accompagné le déclin de la fonction paternelle et la féminisation du monde qui a été rendue visible dès les années 80-2000. Ensuite, la psychanalyse lacanienne a franchi le XXIe siècle et, par la grâce de l'orientation de l'enseignement de Jacques-Alain Miller, elle connaît depuis les années 2000 les formes multiples d'amour et de couple, et de modalités de couple, certes au-delà de l'Oedipe, mais peut-être jamais sans rapport avec le couple parental dont le sujet est issu. Ces nouvelles formes rencontrent les amours arrangés, les amours passion, fusionnels, l'amour libre, l'amour ouvert, les polyamours, les échangistes, les rencontres sexuelles et ou amoureuses sur les sites, la disjonction entre conjugalité et sexualité qui s'accentue, la découverte de l'extension de la pornographie, d'abord masculine, puis maintenant féminine, et évidemment les LGBTQIA+, qui accroissent les compositions et les formes de couple aujourd'hui.
On peut dire quand même que la liberté sexuelle de mai 68 n'aura pas amené le bonheur, mais semble-t-il plutôt l'ennui et l'amorosité. En tout cas, la séduction express, l'efficacité, la rapidité, l'excès de vitesse semblent provoquer plutôt la fatigue et le chill. L'accroissement des célibataires et la baisse du nombre de couples. D'ailleurs, à en croire le dernier sondage en février 2024 de l'IFOP, c'est la sexualité des Français, il y a une baisse de la fréquence des relations sexuelles dans le couple, et ce rapport, dont je rappelle le titre, Sexe, récession, enregistre un recul sans précédent depuis une quinzaine d'années de l'activité sexuelle. Ça s'inscrit dans un contexte que je rappelais de dissociation croissante de la conjugalité et de la sexualité et un désintérêt croissant marqué pour le sexe. Toujours d'après le rapport, après les années dites d'hypersexualisation de la société, des années 2010-2020, il semble qu'un nouveau cycle où la contrainte à avoir une vie sexuelle pour faire plaisir ou pour faire comme tout le monde, se fait moins forte. Dans un contexte de rejet des injonctions, voire de toute détermination qui viendrait de l'autre, comme par exemple l'assignation du sexe, il semble qu'un nombre croissant de Français s'affranchissent des normes et font de ces normes qui font de la sexualité active une composante de la réussite et de la vie amoureuse harmonieuse d'un couple. L'enquête a montré comment nombre de femmes ne se sentent plus obligées de répondre aux désirs sexuels de leur partenaire, et l'on voit donc une montée plus radicale de la sexualité, l'apostrophe asexuelle, asexualité, et donc de l'abstinence. Donc ce ne sont plus les 50 nuances de gré qui font signe, qui font plainte, voire symptômes d'un manque à jouir, d'un manque au droit de jouir plus, de jouir mieux, de jouir à sa façon, mais semble-t-il une asexualité qui s'avance comme réponse, peut-être, du côté des un tout seul, sans l'autre. Notons encore que les écrans et l'addiction, les addictions diverses aux substances, viennent comme réponse à la sexualité et à l'amour, et donc au non-rapport sexuel. Alors que veut dire cet aphorisme de Lacan? Il n'y a pas de rapport sexuel. Disons-le simplement, c'est qu'entre deux sexes, qu'entre les hommes et les femmes, qu'entre les masculins et le féminin, qu'entre deux femmes, qu'entre deux hommes, qu'entre deux trans, eh bien, il n'y a pas de rapport qui s'écrive universellement. Pas de formule universelle pour tous. Mais pour établir un rapport, il y a toujours un rapport symptomatique, singulier, qui s'écrit au un par un. Ce qui est commun à toutes ces pratiques que je viens de décrire à grands traits comme ça, c'est cette tentative de faire un. Elles tentent à leur insu un rapport. Elles tentent de faire un, de ne faire qu'un dans l'amour, de ne faire qu'un dans la chair, de ne faire qu'un par son détour comme asexualité, mais le un, ici, est à entendre au sens de Freud, qui interrogeait que le garçon et la fille vont ensemble comme le fil à l'aiguille, disait-il, comme clé et serrure, c'est-à-dire comme complément de l'être du sujet, l'autre venant comme complémenter le manque du sujet. Dans le séminaire 20, Lacan, à propos de l'amour courtois, qu'il qualifie de la façon raffinée de suppléer à l'absence du rapport sexuel, il s'interroge. Je le cite. L'amour courtois, qu'est-ce que c'est? C'est une façon tout à fait raffinée de suppléer à l'absence du rapport sexuel en feignant que c'est nous qui y mettons l'obstacle. C'est vraiment la chose la plus formidable qu'on ait jamais tentée. Comment en dénoncer la feinte, s'interroge Lacan. En effet, l'amour courtois, mais l'amour, ce n'est pas se priver de la chair, car l'amour courtois connaissait la chair avec la bien-aimée, mais
c'était un partenaire interdit, inaccessible, inatteignable, Tristan et Iseult. L'amour vient comme suppléance à l'absence de ce rapport sexuel par le truchement de quoi? D'une feinte. Celle de feindre que c'est nous qui y mettons un obstacle. Pourquoi? Parce que peut-être chacun préfère toujours continuer un peu à rêver que le rapport sexuel serait possible. Les modalités que j'ai décrites sont chacune à leur façon qu'il conviendrait de détailler, d'étudier plus en détail. Elles sont toutes une manière de feindre l'obstacle. La passion de faire un, une seule chair, ou même de faire couple dans lequel le sujet s'efface, lui, comme un, derrière le signifiant maître, être en couple. Et même l'impuissance à trouver en une personne de quoi faire un sont des obstacles créés. On peut l'accommoder, couple open, couple fermé, être transparent, passer un contrat, mais seul l'amour de transfert évite les pièges de l'amour qui visent le complément de l'autre, de ramener l'autre à soi, de ramener l'autre à son moi, voire à son idéal du moi. Lacan qualifie toutes ces pratiques de foisonnement de bavardage. Alors, si dans la cure, le bavardage est présent et est en soi une jouissance, il ne vise pas le un. La cure met à l'abri, en tout cas elle est censée le faire, du un de la fusion, de la passion fusionnelle, parce que la cure maintient l'un et l'autre, à écrire avec un grand A, auquel on s'adresse. Dans le transfert, le non-rapport sexuel, son inexistence, du fait de l'analyste qui fait l'obstacle à ce rapport, eh bien ce non-rapport est au centre du lien. Si pour Freud, l'amour était narcissique en son fond, pour Lacan, qui ne dit pas le contraire, mais apporte une autre dimension, l'amour, qui est une suppléance au rapport sexuel, entend qu'il n'existe pas. Ce qui est indigne, c'est la croyance au rapport sexuel. Ce qui est digne s'acquiert par le savoir qui met au centre le non-rapport. L'amour plus digne est un amour qui laisse place au réel, soit à l'impossible à dire, comme cause des réponses et des inventions symptomatiques du par-l'être.